Si vous êtes un fan de l'histoire grecque, ou si vous avez vu le film 300, vous savez probablement à quel point l'armée spartiate était redoutable et que tous les hommes adultes de Sparte servaient dans ses rangs. Ce que l'accent de Gerard Butler ne nous a pas appris, en revanche, c'est pourquoi les Spartiates étaient une force de combat d'élite. Étaient-ils nés comme ça? Soumis à un régime d'entraînement secret qu'aucune autre société n'a jamais vu, élevés pour consacrer leur vie à la guerre? Les réponses à certaines de ces questions et les raisons exactes pour lesquelles les Spartiates étaient si doués pour le combat pourraient vous surprendre. En fait, nous devrions peut-être nous demander si les Spartiates étaient réellement meilleurs au combat ou si le mythe de cette société antique n'a pas quelque peu éclipsé sa réalité. Enfilez donc votre meilleure armure, dévoilez vos abdominaux et remontez le cours de l'histoire avec nous pour découvrir ce qui, le cas échéant, nous a fait considérer les Spartiates comme l'une des armées les plus élites que le monde ait jamais connues. Tout au long de la civilisation grecque, la cité-État de Sparte s'est distinguée des autres célèbres cités-États, dont Thèbes, Corinthe et bien sûr Athènes. Alors que la plupart des autres cités-États trouvaient un équilibre, à des degrés divers, entre l'art, la culture, l'industrie et la guerre, Sparte semblait se concentrer exclusivement sur cette dernière. Bien qu'elle ait été fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ, la cité-État spartiate a connu son apogée juste après 404 avant Jésus-Christ, lorsqu'elle a vaincu Athènes lors des guerres du Péloponnèse. Sparte étend alors sa domination sur de nombreuses terres voisines, jusqu'à ce qu'elle s'implique dans les désordonnées guerres civiles perses et occupe Thèbes, ce qui aboutit à la première défaite massive de Sparte face à un Thébain. Après cela, la cité-État a commencé à décliner rapidement, jusqu'à devenir presque inexistante. Si vous avez déjà visité la Grèce, ou au moins vu les photos de votre influenceur préféré sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que, mis à part les boîtes de nuit de Mykonos, les voyageurs visitent généralement des sites historiques célèbres comme le Parthénon à Athènes, l'oracle de Delphes, ou même la ville antique de Corinthe. Cependant, Sparte ne semble pas être une destination importante pour ceux qui visitent le pays. Cela s'explique en partie par le fait qu'il ne reste pas grand-chose de cette puissante cité-État. Mais comment cela se fait-il? Pourquoi n'y a-t-il pas d'innombrables temples, agoras et autres sites antiques qui jonchent le territoire de l'actuelle Sparte, une ville qui existe encore aujourd'hui sur la péninsule laconienne? La réponse réside dans la culture que Sparte a cultivée dans l'Antiquité. La conception de la ville et de ses bâtiments était spartiate. Après tout, ce n'est pas pour rien que nous utilisons aujourd'hui ce mot pour décrire des espaces dépouillés, fonctionnels et modestes. À Sparte, personne ne sculptait des statues de 20 pieds de haut ou ne gravait des colonnes corinthiennes. Dès leur naissance, les habitants de Sparte se sont concentrés sur une seule et unique chose, la préparation de la guerre. En effet, Sparte avait une culture militaire très développée. Et nous ne parlons pas ici de quelque chose de semblable aux États-Unis d'aujourd'hui, où les militaires sont généralement bien respectés et où le pays emploie assez fréquemment ses troupes à l'étranger. Non. Nous voulons dire que chaque homme capable de se battre devait se battre. Et non seulement se battre, mais aussi s'entraîner dès l'enfance pour devenir le soldat le plus fort, le plus stoïque et le plus efficace possible. On pourrait dire que le processus d'entraînement des soldats spartiates commençait, littéralement, dès la naissance. Un groupe d'anciens évaluait chaque enfant spartiate de sexe masculin dès sa naissance. L'accouchement est déjà assez difficile sans une bande de vieillards qui se tiennent au-dessus de vous en attendant la dernière poussée. Mais les anciens voulaient s'assurer que les nouveaux bébés étaient bien bâtis et robustes, d'après l'historien Plutarque. L'histoire de Sparte ayant été principalement reconstituée par les récits d'autres personnes, dont certaines ont vécu des siècles après le déclin de Sparte, comme Plutarque. Beaucoup d'informations sur la cité-État sont quelque peu vagues. Après tout, les Spartiates étaient trop occupés à s'entraîner pour écrire leur histoire. Nous ne savons donc pas exactement ce que signifie l'expression « bien bâti et robuste », mais d'après la plupart des témoignages historiques, il est probable que les bébés qui semblaient difformes ou visiblement malades échouaient au test. À notre connaissance, les bébés ne sont pas particulièrement musclés à la naissance. Il est donc peu probable que cet aspect ait été testé lors de l'examen.
De nombreux récits disent que les bébés faibles qui échouaient au test étaient jetés du haut d'une falaise voisine. Cependant, il est plus probable qu'ils aient été laissés au pied d'une montagne pour y mourir, seuls et exposés aux éléments, ce qui, d'une certaine manière, semble pire. Après cette initiation très éprouvante, les garçons spartiates avaient le privilège de vivre avec leurs parents jusqu'à l'âge de 7 ans. Ceci est en contradiction directe avec la plupart des sociétés méditerranéennes modernes, où les garçons restent généralement avec leurs parents jusqu'à l'âge de 27 ans. Quoi qu'il en soit, à l'âge où la plupart des enfants d'aujourd'hui entrent en 2e année et apprennent des choses comme l'addition, la soustraction et l'orthographe, les garçons spartiates étaient pris en charge par l'État et installés dans la première des nombreuses situations de vie de type caserne qu'ils rencontreraient au cours de leur vie pour subir le tristement célèbre système d'entraînement spartiate, l'agoge. Les garçons avaient le crâne rasé et étaient séparés en plusieurs groupes appelés agelais, autrement dit meutes ou troupeaux. Chaque groupe étudiait ensemble, s'entraînait ensemble et vivait ensemble. Certains garçons qui faisaient preuve d'une intelligence et d'un courage surprenants pour leur âge étaient nommés capitaines. Le capitaine de chaque groupe prenait immédiatement en charge la préparation du reste des garçons à l'obéissance attendue d'un soldat. Ces enfants, même pas préadolescents, donnaient des ordres et des punitions à leur père, ou plutôt à leur sujet, que le reste de la compagnie devait respecter. Et comme nous l'a montré le Seigneur des Mouches, placer un groupe de jeunes garçons dans ce type de situation se passe toujours très bien. Outre l'entraînement physique et l'obéissance, les détails du reste de l'éducation des garçons sont quelque peu contestés. Les historiens de la Grèce antique s'accordaient à dire que les garçons spartiates ne recevaient pas beaucoup d'éducation en dehors de l'entraînement militaire. Cependant, des chercheurs plus récents, comme le professeur Stephen Hodgkinson, ont trouvé dans d'autres sources des preuves qu'en dehors de leur entraînement militaire et de leurs conditions de vie, l'éducation des garçons spartiates ne différait pas beaucoup de celle de leurs homologues grecs. L'éducation grecque standard de l'époque comprenait l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, ainsi que du chant et de la danse. Même dans une société totalement guerrière, il pouvait être utile que les citoyens sachent lire et écrire, ne serait-ce que pour communiquer entre les troupes et être en mesure de voir le panneau « Bienvenue à Athènes » et de savoir qu'ils se trouvaient au bon endroit avant l'invasion. Ce n'est pas parce qu'ils savaient faire des multiplications simples que les garçons de Sparte vivaient une enfance normale. Leurs instructeurs les obligeaient souvent à rester pieds nus jour et nuit, même lorsqu'ils se promenaient à l'extérieur. Ils les aidaient ainsi à s'endurcir, au sens propre comme au sens figuré. L'un des objectifs de l'entraînement spartiate était de rendre la peau des garçons dure et sèche. Le raisonnement était que cela protégerait les hommes lorsqu'ils devaient traverser des terrains difficiles. Pour permettre le durcissement de leur peau, les garçons utilisaient rarement les onguents disponibles dans le monde antique et essayaient de se baigner le moins possible. Compte tenu de ces informations, nous ne pouvons pas imaginer la puanteur d'une caserne de compagnie après quelques années, mais c'était probablement aussi un moyen d'endurcir les garçons. Comme les garçons devaient faire preuve d'ingéniosité sur le champ de bataille et pendant leur marche vers la guerre, on ne leur donnait pas de lit lorsqu'ils rejoignaient la compagnie. On les encourageait plutôt à fabriquer leur propre lit avec tout ce qu'ils pouvaient arracher au sol, le plus souvent des plantes et des herbes provenant des berges des rivières. Enfin, pour s'assurer que les garçons puissent résister aux températures les plus extrêmes lorsqu'ils sont engagés dans la bataille, on ne leur donne qu'un seul manteau à porter. La plupart du temps, ils étaient obligés de rester nus par tous les temps. Si vous pensez en ce moment aux plages ensoleillées de la Grèce et que vous vous demandez en quoi cela peut être important, n'oubliez pas que la température moyenne à Sparte en hiver est de 3,9 degrés Celsius. Et ce en plein milieu de notre terrifiant changement climatique actuel. Il y a fort à parier que la température était encore plus basse à l'époque. De nos jours, même si ces conditions mériteraient déjà un appel à la CPS, pour être clair, le lit de votre enfant ne peut pas être constitué de plantes arrachées aux berges de la rivière. Nous avons encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne les spécificités brutales de l'entraînement des Spartiates. Pendant cette période de la vie des jeunes garçons, en plus d'être entraînés à se battre et à résister aux éléments, ils étaient régulièrement battus. Il s'agissait à la fois d'une forme de punition pour ceux qui ne respectaient pas les règles et d'un moyen d'augmenter leur tolérance à la douleur au fil du temps et de les rendre capables d'encaisser des coups.
malheureusement, certains récits affirment que les enfants déformés ou mutilés à la suite de cet entraînement subissaient le même sort que tous les handicapés de Sparte. C'est-à-dire qu'ils étaient abandonnés sur une montagne pour y mourir. Comme vous pouvez le constater, ces punitions n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'imagination. Parmi les autres aspects de l'entraînement figurait la lutte, représentée sur d'innombrables urnes dans les musées du monde entier, les courses et un jeu particulier dans lequel deux groupes de garçons essayaient de se pousser l'un l'autre du haut du Nil. Pousser, mordre, donner des coups de pied et entailler les parties sensibles du corps étaient autorisés, de sorte que les règles de ce jeu étaient pour le moins laxistes. En fait, tout ce qui est considéré comme un carton rouge ou une infraction criminelle dans le sport d'aujourd'hui était acceptable pour les Spartiates. Le philosophe Xénophon a noté le régime alimentaire des garçons spartiates. Avec toute cette activité physique et ces tests d'endurance, on pourrait imaginer que les garçons avaient besoin de repas copieux tout au long de la journée. Cependant, les Spartiates, et en particulier Lycurgue, le fondateur du système d'entraînement militaire, croyaient curieusement que le fait de garder les garçons minces les aiderait à grandir. À notre connaissance, cette idée n'est pas étayée sur le plan médical, mais nous sommes également à peu près certains que les orages ne sont pas le résultat de la colère incontrôlée de Zeus. Beaucoup d'idées anciennes n'ont donc plus cours aujourd'hui. En raison de cette croyance, les garçons spartiates étaient sous-alimentés. Cette sous-alimentation avait un double objectif. Les Spartiates voulaient que leurs garçons apprennent à voler de la nourriture et à s'en tirer. L'idée était, comme le dit Xénophon, que cela rendrait les garçons plus ingénieux pour obtenir des provisions et de meilleurs combattants. Cependant, si l'un des garçons volant de la nourriture pour manger était pris, il était fouetté en guise de punition. Si vous avez pensé que l'entraînement spartiate semblait créer de nombreuses situations sans issue pour les enfants spartiates, vous avez raison. Les Spartiates, des guerriers d'élite, certainement. Des parents modèles, certainement pas. L'un des rituels annuels pour les enfants en formation faisait même de ce concept un jeu. Les garçons devaient essayer de voler de la nourriture sur l'autel du temple, principalement du fromage, tout en essayant d'esquiver les coups de fouet des gardes du temple, ce qui ressemblait à l'un des jeux vidéo les plus étranges jamais inventés. Cependant, soit les garçons spartiates subissaient un lavage de cerveau complet, soit ils avaient le meilleur visage de poker de tous les temps, car des historiens comme Reiter ont déclaré que de nombreux garçons voulaient être fouettés en public, car les garçons attendaient avec impatience la démonstration publique de leur force d'âme. Après plusieurs années de cette existence torturée, vers l'âge de 14 ans, les garçons spartiates passaient du premier niveau d'entraînement, païd, à païdiskoa. Si vous pensiez que cela signifiait que les garçons bénéficiaient d'un peu de répit, ne vous inquiétez pas. Les choses devenaient de plus en plus dures et brutales au fil du temps. Au fur et à mesure que les garçons grandissaient, ils étaient encouragés à s'entraîner plus longtemps et plus intensément afin d'atteindre une forme physique optimale. Par « encourager », nous entendons qu'ils étaient soumis à de fréquentes inspections de leur corps, et ceux qui n'avaient pas l'air assez musclés étaient fouettés, comme un prototype encore plus horrible de l'émission de télé-réalité The Biggest Loser. Vous avez peut-être aussi entendu beaucoup de rumeurs sur les relations entre les hommes adultes et les garçons mineurs à Sparte, ainsi que dans la Grèce antique en général, après que les garçons aient atteint la puberté. L'existence de cette pratique fait encore l'objet de désaccords académiques. Toutefois, il semble que les sources historiques les plus nombreuses penchent en faveur de l'idée qu'il s'agissait d'un élément largement accepté de l'entraînement militaire. Plutarque parle de guerriers plus âgés, c'est-à-dire de jeunes hommes adultes, appelés érastes, qui s'engageaient dans des relations de mentorat avec des adolescents, appelés éroménos, qui incluaient une composante sexuelle. D'autres historiens grecs, comme Xénophon, affirment que les lois de Lycurgue interdisaient de telles relations à Sparte. Il semble donc peu probable que Sparte ait dérogé à cette pratique, surtout si l'on tient compte du fait que les hommes partagent l'espace avec d'autres hommes pendant la plus grande partie de leur vie. Après l'âge de 20 ans, les hommes spartiates pouvaient officiellement s'engager dans l'armée et voter. Cependant, ils n'étaient toujours pas considérés comme des adultes à part entière, mais plutôt comme des ébontes, et donc toujours sous la supervision du paidonomos, l'officiel qui supervisait l'ensemble du système éducatif. Certains de ces ébontes étaient nommés à des postes de direction, d'autres étaient sélectionnés pour la police secrète, dont nous parlerons dans un instant, et d'autres encore qui s'étaient distingués au cours de leur formation
étaient triés sur le volet pour faire partie de l'infanterie Epeice. 3 commandants sélectionnés chacun 100 hommes pour ce groupe d'infanterie très réputé, soit 300 au total, un nombre que vous avez peut-être déjà associé à Sparte ou à des scènes d'action au ralenti. Selon Xénophon, les hommes étaient répartis dans ces groupes et éprouvaient une loyauté exceptionnelle à l'égard du commandant qui les avait choisis pour devenir compétitifs par rapport aux 2 autres groupes. En raison de cette dynamique, les hommes étaient à l'affût des mauvaises actions des groupes concurrents au sein de l'Epeice et les dénoncer. Ce système permettait de contrôler tout le monde. Tout cela signifie que les hommes spartiates n'étaient pas encouragés à se marier avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans, lorsqu'ils étaient considérés comme des adultes à part entière. C'est un âge de mariage assez élevé pour la Grèce de l'Antiquité ou pour le Midwest américain d'aujourd'hui. En outre, comme les femmes étaient tenues de recevoir une éducation jusqu'à l'âge de 18 ou 20 ans, elles ne pouvaient pas non plus se marier avant cet âge, ce qui n'allait pas de soi dans les sociétés antiques et médiévales. En fait, selon la loi spartiate, les hommes devaient trouver des épouses convenables, suffisamment âgées pour jouir de la sexualité, ce qui était généralement considéré comme une personne âgée d'au moins 18 ans. C'est peut-être l'une des rares fois dans l'histoire où le plaisir sexuel des femmes a été pris en compte dans le calcul du mariage. En fait, en plus de recevoir une éducation complète et de se marier à l'âge adulte, les femmes de Sparte étaient généralement considérées comme très progressistes pour l'époque. Les femmes étaient encouragées à être athlétiques et à participer à des compétitions sportives, et selon les rapports des étrangers qui ont visité Sparte, elles s'habillaient de manière assez révélatrice pour l'époque. En fait, tout comme les garçons qui participaient à des compétitions et jouaient nus à l'extérieur, les filles jouaient souvent nues elles aussi. Cette attitude généralement égalitaire de Sparte à l'égard des hommes et des femmes s'est poursuivie jusqu'à l'âge adulte. Contrairement à la célèbre démocratie d'Athènes, où les femmes étaient censées rester confinées à la maison et n'avaient que peu de droits, les Spartiates avaient de nombreuses responsabilités, possédaient des biens, voyageaient librement et prenaient souvent des amants avant et après le mariage. En dépit de l'austérité et de la répression qui caractérisent d'autres aspects de la vie spartiate, les femmes spartiates étaient de loin les plus libérées du pays. En fait, Plutarque aurait noté une interaction entre une femme de l'Attique, la région autour d'Athènes, et la reine Gorgo, l'épouse du roi Léonidas, qui illustre la différence entre la façon dont les 2 cultures considéraient les femmes. La femme de l'Attique demanda à la reine « Comment se fait-il que vous, les Spartiates, soyez les seules femmes à dominer vos hommes ?» La reine Gorgo répondit « Parce que nous sommes les seules femmes à donner naissance à des hommes. » Il s'agit là d'un des premiers exemples historiques de dissidence. Cette ère de libération signifiait que certaines des rumeurs les plus souvent répétées à propos de Sparte pouvaient être légèrement erronées, et en fait, de nombreux historiens ont remis en question les connaissances communes sur le mariage et les relations hommes-femmes à Sparte. Nombreux sont ceux qui ont entendu l'histoire selon laquelle une femme, avant sa nuit de noces, se faisait raser la tête, portait des vêtements de garçon et restait allongée dans l'obscurité à attendre son mari. On suppose que la coupe de cheveux et les vêtements étaient un moyen d'aider les hommes à faciliter les relations sexuelles avec les femmes, après avoir été exposés à d'autres hommes dans les casernes. Cependant, même avec une formation en caserne, les garçons et les adolescents spartiates auraient été amenés à se promener à l'extérieur pendant de très longues périodes. Les filles étaient encouragées à faire du sport et à jouer en plein air en permanence, sans parler des visites de la ville, du marché et des cérémonies religieuses auxquelles les garçons auraient également assisté. Il est peu probable que les garçons et les filles n'aient eu pratiquement aucun contact avant leur éventuel mariage. En fait, comme les filles pratiquaient parfois l'athlétisme nu, il est probable que les hommes spartiates auraient déjà vu leur future épouse beaucoup plus souvent que les hommes d'autres régions de la Grèce. En outre, l'idée selon laquelle les femmes se coupaient les cheveux courts pour ressembler aux hommes est battue en brèche par le fait que la plupart des hommes spartiates portaient les cheveux longs. Pourquoi donc une coupe courte serait-elle nécessaire pour ressembler aux hommes ? L'historienne Helena P. Schrader explique la persistance de ces mythes, outre le manque général de fiabilité et l'embellissement des textes historiques anciens, par le fait que les jeunes femmes se déguisaient en garçons la nuit pour sortir en cachette et retrouver leurs amants, qui sortaient eux aussi en cachette des casernes afin d'avoir des relations sexuelles clandestines. Nous ne pouvons pas savoir exactement quelle interprétation est la bonne,
Mais il est probable que même si un faux enlèvement rituel avait lieu les nuits de mariage, les hommes et les femmes spartiates interagissaient beaucoup plus entre eux tout au long de leur vie que la plupart des gens ne le pensent. Après l'âge de 30 ans, lorsque les hommes spartiates pouvaient se marier et avaient terminé leurs études, ils se voyaient également attribuer un kléros, une parcelle de terre cultivée par des ilotes, c'est-à-dire des esclaves. À ce stade, les femmes spartiates géraient souvent entièrement non seulement le foyer, mais aussi les fermes et le domaine au sens large, prenant les décisions finales sur de nombreuses questions financières et autres. L'idée est que les hommes spartiates étaient tellement concentrés sur l'entraînement militaire continu et le dévouement à l'armée que les femmes spartiates devaient s'occuper de toutes les tâches dont les hommes s'occupaient habituellement dans d'autres régions de la Grèce antique. À quelle fréquence les hommes de Sparte étaient-ils en guerre? La réponse pourrait vous surprendre, et elle a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle la société spartiate était si militariste au départ. Au risque de passer pour le thérapeute de Sparte, il est clair que cette obsession pour la guerre devait avoir une raison profonde. Et la réponse est simple et inconfortable: les esclaves. Après sa formation, Sparte a très rapidement conquis des terres voisines. Au lieu de leur accorder la citoyenneté ou même de les inclure dans la société spartiate, ils ont réduit en esclavage les populations qu'ils avaient envahies. Les Spartiates appelaient ces personnes réduites en esclavage les Hélotes. Les enfants des Hélotes naissaient réduits en esclavage dans la société spartiate, condamnés à rester les serfs de l'élite des guerriers spartiates jusqu'à la fin de leur vie. Cependant, le nombre d'Hélotes n'était pas seulement important. Ils représentaient la majorité de la population spartiate. D'après les archives qu'ils ont trouvées, les archéologues estiment qu'environ 90% des personnes vivant sur le territoire spartiate étaient des Hélotes asservis. Il est évident qu'une telle population d'Hélotes représentait une menace pour l'hégémonie spartiate. Rien que par leur nombre, les Helvètes pouvaient facilement se révolter et renverser leur suzerain spartiate en quête de liberté. C'est la raison pour laquelle Sparte s'est mise à créer des guerriers à tour de bras. Les hommes de Sparte étaient entraînés à devenir de si grands combattants qu'ils pouvaient non seulement réprimer toute rébellion d'esclaves, mais aussi intimider les Hélotes, de sorte que ces derniers n'osent même pas se rebeller. Dans la société spartiate, tuer un Hélote n'était pas considéré comme un crime. En fait, dans le cadre de leur formation militaire, de nombreux garçons spartiates étaient encouragés à parcourir la campagne en tuant des Hélotes à volonté, dans le but de briser si profondément l'esprit de la population helvète qu'elle n'oserait plus s'écarter du droit chemin. D'autres jeunes spartiates s'adonnaient à l'espionnage pendant leur période d'ancienneté et faisaient partie d'une force de police secrète connue sous le nom de Crypteia. L'objectif de cette force était de détecter tout signe de rébellion potentielle parmi les Helvètes et de s'assurer que les représailles pour la moindre idée de rébellion soient rapides et brutales. Sparte traitait ses esclaves de manière si misérable qu'Athènes, une autre cité-État propriétaire d'esclaves, était consternée par l'horreur du sort réservé aux Hélotes à Sparte. Quel est donc le rapport avec les grandes campagnes militaires de Sparte? Les historiens pensent que l'armée spartiate préférait en fait s'engager dans des batailles et des tactiques de répression à domicile plutôt que de partir au galop pour des campagnes militaires, car l'armée spartiate avait été formée principalement pour réprimer les Helvètes locaux. La première fois que Sparte s'est engagée dans une campagne militaire soutenue loin de la cité-État, c'était lors de sa guerre contre Athènes, aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Avant cela, les soldats spartiates préféraient rester près de chez eux, n'effectuant que des expéditions relativement rapides, en dehors de leur base, et refusant de se laisser entraîner dans des conflits régionaux plus vastes. Mais les Spartiates sont cités en exemple pour leurs exploits et leurs prouesses militaires. Ils ont donc dû s'engager dans de grandes guerres et les gagner, n'est-ce pas? Eh bien, oui et non. Oui, Sparte a fini par s'engager dans des batailles vraiment phénoménales, parfois face à des adversaires incroyables. La plus célèbre de ces batailles, qui a propulsé les soldats spartiates sur le devant de la scène, a été la bataille des Thermopyles contre les Perses en 480 avant Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que les Spartiates ont en fait perdu cette bataille. Les Perses, qui possédaient à l'époque l'un des plus formidables empires que le monde ait jamais connu, avançaient contre la Grèce. Les cités-États grecques s'étaient unies pour faire face à cette menace imminente.
l'une des rares fois où elles coopéraient de la sorte, car leur passe-temps favori, lorsqu'elles n'étaient pas confrontées à des ennemis extérieurs, consistait à trouver des raisons de s'envahir les unes les autres. Alors que les Perses avançaient sous la direction de Xerxès, ils se sont retrouvés à devoir franchir le passage étroit des Thermopyles. C'est à ce moment-là que le roi Léonidas, accompagné de 300 Spartiates et de 4000 autres soldats grecs, a tenu tête aux Perses au col pendant 3 jours d'affilée. Cette victoire est en partie due à l'utilisation de la phalange, qui était également répandue dans d'autres régions de Grèce, mais qui a été particulièrement perfectionnée par les Spartiates. Le système éducatif spartiate a notamment permis d'inculquer aux soldats de la cité-État un sens aigu de l'obéissance, de la conformité et du travail d'équipe. Ces qualités, qui s'ajoutent à la forme physique généralement supérieure des Spartiates, leur ont permis de mettre en œuvre le système de la phalange mieux que la plupart des autres. Les soldats tenaient des boucliers de bronze dans leur main gauche pour protéger leur corps, puis des lances dans leur main droite et formaient une formation serrée d'environ 8 hommes de profondeur. Cette forme intimidante avançait sur les armées adverses, transperçant de nombreux soldats tout en subissant des dommages minimes car les boucliers de bronze protégeaient les fantassins de la phalange. Grâce à leur entraînement et aux liens étroits qui les unissaient, les soldats spartiates étaient réputés pour tenir cette formation bien plus longtemps que la plupart des autres armées, ce qui rendait difficile pour les généraux adverses de percer leurs rangs. Pour mieux démontrer leur nerf d'acier, ils avançaient généralement au rythme d'un chant appelé « chant de castor », joué par des flûtistes à l'arrière de l'armée et scandé par les fantassins eux-mêmes lorsqu'ils avançaient. Il est effrayant d'imaginer une machine de mort chargée de bronze qui s'avance lentement vers vous. Au même moment, des hommes armés de lances chantent une petite chanson, tellement sûrs de leur supériorité et de leur victoire finale qu'ils n'ont même pas besoin de crier ou de se précipiter vers vous. Cette formation en phalange a tenu tête aux Perses pendant 3 jours. Même lorsqu'un traître nommé Éphialtès montra aux Perses un autre chemin, les amenant à encercler les Spartiates restants, les soldats spartiates infligèrent de tels dégâts à l'armée perse avant d'être tous tués que cela changea le cours de la guerre. Sans compter que le reste des soldats et des navires grecs ont eu tout le temps de regagner le golfe de Corinthe, de fortifier leur position et de préparer leur défense face à l'armée perse affaiblie qui s'apprêtait à arriver. Même les rivaux athéniens ont dû admettre que sans Sparte, il est peu probable que les Grecs auraient gagné la guerre contre les Perses. C'est pourquoi la bataille des Thermopyles a fait des Spartiates les champions incontestés de la guerre à l'époque. Toutefois, si l'on examine de plus près le bilan de la guerre spartiate, il apparaît clairement que les Spartiates ont perdu autant de batailles qu'ils en ont gagnées, et que leur nombre de victoires n'était pas beaucoup plus impressionnant que celui de nombreuses autres cités-États grecques. Par exemple, bien que Sparte ait vaincu Athènes lors des guerres du Péloponnèse, la cité-État a dû demander l'aide financière de la Perse pour y parvenir. Cela va à l'encontre de l'image de Sparte, société incroyablement patriotique et loyale, nourrie d'idéaux militaristes élevés. Après la bataille qui l'a rendue célèbre, Sparte a remporté d'autres batailles à Platée et à Mantinée, mais a été vaincue dans les 3 batailles suivantes. Après que Thèbes ait porté un dernier coup à Sparte à Leuctra, la société spartiate n'a jamais vraiment retrouvé les sommets de sa gloire passée, tant dans la pratique que dans la perception des autres Grecs. Le problème réside en partie dans le fait que, si l'utilisation de la phalange les a beaucoup aidés, ils se sont trop reposés sur cette tactique et ont peut-être manqué d'imagination lorsqu'ils ont employé d'autres manœuvres. C'est logique si l'on considère que l'éducation spartiate mettait l'accent sur l'obéissance et la cohésion du groupe, et beaucoup moins sur l'innovation ou la créativité. Outre le fait que Sparte hésitait à envoyer son armée trop loin de chez elle pendant trop longtemps, il s'est avéré que les soldats spartiates ne pouvaient pas vraiment mener des campagnes étrangères soutenues, même s'ils le voulaient. L'invasion et la conquête de territoires impliquent bien plus que de savoir se battre. Maintenir une population nombreuse de soldats bien équipés, entraînés et nourris à des centaines de kilomètres de chez eux, et conserver des bases bien établies et suffisamment protégées dans les différents pays conquis pour pouvoir les tenir et garder la population obéissante, exige bien plus qu'un entraînement au combat. En ce qui concerne la logistique pratique de ces questions, Sparte a complètement échoué. Une partie du problème vient peut-être du fait que Sparte était une société relativement petite et que les hommes libres de Sparte capables de se battre ne représentaient, comme nous l'avons vu, qu'un pourcentage ridiculement faible de cette société.
Mais c'est peut-être aussi le fait que tous les hommes de Sparte étaient des soldats, ce qui signifiait que toutes les autres spécialisations qui auraient permis à une société et à une guerre de fonctionner dans la réalité étaient absentes. En fait, de nombreux aspects de l'éthique militaire spartiate ne devraient pas être idolâtrés. L'histoire d'Aristodème, l'un des seuls survivants de la bataille des Thermopyles, illustre comment l'obsession de l'honneur, de la mort au combat et de la gloire est devenue complètement toxique dans la société spartiate. Aristodème et un autre guerrier des Thermopyles ont contracté des infections oculaires au début du combat, ce qui les a rendus inutiles pendant la bataille. Le roi Léonidas leur ordonne de rentrer à Sparte. Bien que l'autre guerrier ait trouvé le moyen de retourner discrètement au combat, Aristodème décida d'obéir aux ordres de son roi et de retourner à Sparte. Malheureusement, c'est à Sparte qu'est née la phrase « Itan iepitas », l'adieu classique que les mères spartiates donnaient à leurs fils et qui signifiait « Reviens avec ton bouclier ou sur ton bouclier ». Lorsqu'Aristodème revint, sain et sauf, d'une bataille perdue par l'armée spartiate, il fut complètement mis au ban de la société spartiate. Le fait qu'il soit parti sur ordre du roi n'a aucune importance. Des écussons sont cousus sur ses vêtements pour que tout le monde sache qu'il est un trembleur, c'est-à-dire le nom donné par les Spartiates à ceux qu'ils considèrent comme des lâches et qui ne méritent pas le statut d'homme spartiate. Tous ceux qu'il a connus lui ont tourné le dos, littéralement, c'est-à-dire que les gens autour de lui devaient l'ignorer lorsqu'il passait. Quiconque le croisait dans la rue pouvait choisir de cesser de l'ignorer juste le temps de lui dire de s'écarter de son chemin, et il n'avait d'autre choix que d'obtempérer. Le plus ridicule est peut-être que ces enfants n'avaient pas le droit de se marier, car la société spartiate considérait désormais qu'ils avaient les gènes d'un lâche. Et que peut-on attendre d'autre d'une société qui laissait mourir les nouveau-nés sur la montagne au premier signe d'imperfection ? Aristodème a fini par rétablir son honneur en se précipitant imprudemment dans la bataille suivante et en mourant. Toutefois, cet honneur posthume n'a probablement pas contribué à rectifier l'humiliation qu'il a subie toute sa vie. En résumé, la réponse à la question de savoir pourquoi les Spartiates étaient tellement meilleurs au combat est qu'ils vivaient dans la crainte constante d'une révolte justifiée des esclaves, que leur système d'éducation effaçait une grande partie de leur individualité et leur inculquait plutôt l'obéissance, l'agressivité et la discipline, que la forme physique était fortement encouragée, et qu'en fin de compte, ils n'étaient peut-être pas si meilleurs au combat que cela. Au moins, leurs femmes non esclaves étaient-elles relativement bien loties. Il fallait bien trouver un moyen de terminer sur une bonne note. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.